Bonsoir à tous. Et dans l'actualité ce soir, à une semaine du bac, nous avons suivi des élèves de terminale, déjà en examen à bord d'un bateau. Nous parlerons aussi de basket avec la défaite de Gris Oberhofen en demi-finale des playoffs et le bilan d'une année plutôt morose à la SIG. Enfin, petit tour au Bastion 14 à Strasbourg où une quarantaine d'artistes se partagent des ateliers. Mais pour commencer, alors que la loi santé devait être adoptée par le Sénat aujourd'hui, brancardiers, infirmiers, médecins, urgentistes ont fait part de leur ras-le-bol dans toute la France. Nos journalistes se sont rendus à l'hôpital Émile Muller de Mulhouse. Le service des urgences est en grève depuis le 25 avril, mais l'accueil des patients est toujours assuré. Marine Zis. Soignants épuisés, patients en danger, soignants épuisés. Il est 13h30 et le service des urgences de l'hôpital Émile Muller à Mulhouse est à l'arrêt depuis quelques minutes. Manque de moyens techniques mais aussi humains, des locaux qui ne seraient plus adaptés face à l'affluence. La colère est grande chez les membres du personnel. C'est un appel à l'aide parce qu'on dit qu'on est en grève mais les effectifs, on est toujours là concrètement dans les murs. Nous on veut pas, on veut prendre soin de nos patients, on veut passer du temps, on veut avoir de l'empathie pour les gens, prendre les temps, que ce soit les personnes à l'accueil, accueillir les gens dans des bonnes conditions, les infirmières, pouvoir échanger des mots pour dévier l'attention des patients qui va être piqués, c'est important. Et nous les médecins, pareil, on a besoin d'avoir une concentration sur un patient, quelques patients en même temps, mais on doit gérer des fois 10 patients en même temps. Voilà, c'est tout ça, c'est plus adapté, le système doit changer, on sature. Soignants épuisés, patients en danger, soignants épuisés, patients en danger. Des réunions avec la direction de l'hôpital ont déjà été organisées, mais les solutions proposées ne sont pas suffisantes pour le personnel des urgences qui semble être de plus en plus inquiet. Nous, à Mulhouse, les médecins partent les uns après les autres. On n'est plus en effectif suffisant. On travaille en dégradé depuis quelques semaines, depuis quelques mois même. Et ça va encore s'aggraver. Les perspectives sont vraiment sombres et on a tous dans la tête comment on va tenir et quand est-ce qu'on va partir, jusqu'où on va tenir. Parce qu'on est tous passionnés. Si on travaille ici, on est passionnés. Les gens qui sont dans les urgences, les services de la France entière, ils sont passionnés. C'est pour ça qu'ils tiennent encore. Ils ont la foi. Mais il faut que les politiques prennent conscience qu'on est des humains et à un moment on va craquer, même si on a la foi. Et voilà, on est au bord de la rupture vraiment. D'autres mobilisations sont prévues dans les prochains temps, notamment ce vendredi. Combien de temps cela va-t-il durer? Personne n'a la réponse. Le temps qu'il faudra pour retrouver des conditions de travail respectables, ont-ils dit. À 6 jours du bac de philo, si la plupart des élèves de terminale révisent une dernière fois, d'autres sont déjà entrés dans le vif du sujet. Au lycée Émile Matisse de Schiltigheim, 19 élèves de la classe bac pro transport fluvial rentrent d'une semaine sur le Rhin où ils ont planché sur plusieurs épreuves. Fanny Kuhn s'est montée avec eux à bord du bateau école Princess Irene. Maintenant, tu peux commencer à sortir l'avant du bateau. Et puis, comme on va traverser, les bateaux qui vont venir en sens inverse, croiseur tribord, donc il faut mettre le panneau bleu. Une salle de classe aux aires de croisière sur le Rhin. Mais ici, les marins sont des élèves de terminale en bac pro transport fluvial. Accompagnés de leurs professeurs, ils achèvent un séjour d'une semaine à destination de Corum en Allemagne. Mais loin d'être une classe verte, le voyage organisé par ces jeunes marins d'eau douce est une épreuve du baccalauréat. De la prise en compte du personnel, des vivres, du carburant ou encore du niveau du Rhin, les élèves supervisent toutes les opérations à bord du Princess Irene. On a dû organiser un voyage avec l'école, comme nous mettre dans la peau du capitaine. Et donc tout organiser, après on a fait un oral. Et avec cet oral, on sera noté. On a essayé une épreuve théorique qui est un QCM de 60 questions. Et en fait, ça nous apprend le permis bateau, voilà, dans les eaux intérieures françaises. L'épreuve qu'on a passée pour se mettre dans la peau d'un capitaine, c'est sur un coefficient 5. Donc c'est les plus gros coefficients du bac, c'est un professionnel. Du coup, on sait quelque part que si on loupe la professionnelle, le bac, on n'y est pas trop, quoi. On a à peu près passé toutes les épreuves, maintenant il ne reste plus que les épreuves générales, donc ça va. Les profs sont vachement derrière nous, même
après le bac, ils sont toujours derrière nous, quoi qu'il arrive, si on a besoin d'eux. Donc c'est toujours intéressant, malgré que ça fait 3 ans qu'on est ici. On a passé les épreuves, les dernières épreuves sur le bateau, et par exemple des panneaux que je ne connaissais pas, qu'on ne voit pas souvent sur le Rhin. Après les avoir vus en navigation grâce à ce voyage, j'ai pu mieux les apprendre et maintenant sans aucun problème les reconnaître. Et puis j'attends le bac comme tout le monde. On stresse un peu, ce qui est un peu normal, mais bon, on fait du mieux qu'on peut, hein. C'est pas un souci. La semaine prochaine, les élèves seront évalués sur des matières plus classiques, comme les maths, le français ou les langues vivantes. C'est ici la navigation au radar, l'amarrage ou le passage d'écluses qui sont notés, des épreuves réalisées sous l'œil averti de leurs professeurs. Comme c'est contrôle en cours de formation, il y a aussi des évaluations sur les panneaux de signalisation, les règles de navigation. Et ça nous permet quand même de voir différentes choses sur un trajet de quelques jours, quoi. En général, on tourne dans le secteur de Strasbourg et donc on a très vite fait le tour de la signalisation locale. Et là, ça permet d'avoir un éventail plus large de situations et de signalisations différentes. Et donc, on peut les interroger aussi sur quelque chose qu'ils ont appris en théorie et qu'ils doivent interpréter après en pratique. À bord de leur classe flottante, l'équipage est bien rodé. Alors que les élèves sont habitués à travailler ensemble, cette année de terminale leur aura surtout appris à être indépendants. On recherche absolument l'autonomie, on les laisse de plus en plus seuls. Bien sûr, on n'est jamais loin derrière, hein. On est prêt à reprendre la manœuvre ou des amarrages si ça se passe mal. Mais on les laisse, d'ailleurs ils organisent en fait le transport. Un d'entre eux prend en compte vraiment la manœuvre et organise. On passe à un stade supérieur, le CAP c'était un stade d'exécutant. Et le bac pro, on essaye de les mettre en position d'organisateur. Pour ces élèves de terminale, l'avenir est déjà tout tracé. Après les examens, certains se lanceront dans le métier d'artisan batelier, d'autres iront en école de gendarmerie pour intégrer la brigade fluviale, d'autres encore s'orienteront vers l'affrètement. Quoi qu'il arrive après le bac, les élèves gardent le cap. C'est la fin d'une incroyable aventure, celle des basketteurs de Gris Oberhofen. Ce village de 2800 habitants jouait cette saison en Pro B, la 2e au niveau national, juste en dessous de la SIG et de l'élite. Les joueurs se sont même hissés jusqu'en demi-finale des playoffs, mais ont fini par chuter hier soir contre Rouen. Mathieu Champvillard. Même les colosses peuvent pleurer. Les larmes de Gilles Noël racontent toute la déception des Alsaciens. Malgré leur incroyable saison, eux voulaient aller encore plus loin et pousser le rêve un peu plus haut. Pour cela, il fallait battre Rouen, un des favoris du championnat, un club qui était encore parmi l'élite il y a 3 ans. Battu en Normandie au match aller, Gris est dos au mur et semble fébrile en début de match. Rouen en profite et prend les devants en première période. On a beaucoup donné, on a mal commencé. Voilà, on avait beaucoup d'envie, peut-être un peu trop, et c'est ça qui nous fait défaut en début de match. Malgré tout, Gris s'est accroché, a fait le dos rond avant de retrouver son basket. Celui qui a fait merveille cette saison, un jeu hyper offensif, fait de courses et de tirs rapides. La salle pleine à craquer ne demandait qu'à s'enflammer. En 3 actions, les Verts reviennent dans le match, comblent leur retard et prennent même la tête à 5 minutes de la fin. Les dernières minutes sont irrespirables, la salle est debout, le suspense total. Mais Rouen garde la tête froide et les Alsaciens se précipitent trop en attaque. Rouen s'impose à l'arraché, 78-74, et va en finale. Gris s'arrête là, la folle aventure se termine, la tête haute, sous les ovations du public, mais avec la déception de ceux qui voulaient aller encore plus haut. Personne ne nous attendait là, mais on a rendu les gens heureux et tout, et on a produit un beau basket cette année, même s'il y a eu des hauts et des bas, mais l'essentiel c'est qu'on a tous pris de plaisir. On était en demi-finale du championnat de France, pour notre première année en Pro B. Les gens vont dire c'est super, c'est beau et tout. Je suis d'une part content, mais j'ai mon côté compétiteur qui est déçu. Donc ce soir j'ai un peu les boules. Je suis content pour les gens, voilà, je suis content pour le village. On a mis Gris sur une carte de France. Souvent, on a entendu trop souvent où est Gris. Bon voilà, maintenant j'espère que les gens savent où est Gris.
Et puis basket toujours, c'est l'heure du bilan à la SIG. 2 semaines après l'élimination face à Dijon en quart de finale des playoffs, le président du club, Martial Bellon, et l'entraîneur Vincent Collet ont livré ce matin leur bilan d'une saison contrastée. Malgré la victoire en Leaders Cup, les objectifs en championnat n'ont pas été atteints. On les écoute tout de suite au micro de Romain Hirt et Gilles Kunz. On est parfaitement conscient de ce qui s'est passé, on ne conteste pas. On en tire des enseignements, mais on n'est pas tombé non plus dans le catastrophisme. Bon, bien évidemment, Vincent sera le coach de la SIG la saison prochaine, pas parce qu'on fait une saison mitigée qu'on change en cours de route. Et bien évidemment, Vincent a toute la confiance du club et la mienne. J'ai pas le souvenir d'avoir eu une équipe depuis que je suis ici qui se désunisse autant. La grande difficulté pour nous, c'est de rebondir et d'être capable que ça soit juste l'année accident. Et puis côté recrutement, l'effectif pour la saison prochaine sera à moitié renouvelé et rajeuni avec comme priorité l'achat d'un meneur. Un préparateur physique sera également inclus dans le staff et la reprise de l'entraînement est fixée au 12 août. C'est dans un endroit presque caché que l'on vous emmène à présent. Dans les remparts derrière la gare de Strasbourg, une quarantaine d'artistes se partagent des ateliers, comme une colocation où se croisent et s'inspirent photographes, peintres, sculpteurs ou scénographes. Bastion 14, c'est son nom. Cécile Motz et Martin Coel ont rencontré quelques-uns des artistes qui y travaillent. Les incubateurs à start-up, on connaît, mais connaissez-vous les pépinières d'artistes ? À Strasbourg, au Bastion 14, différents univers se côtoient au détour des couloirs. Comme chaque année, de nouveaux venus font leur apparition. Ils sont 16 à avoir investi les lieux ces derniers jours. Nouveaux bastonnés et anciens se côtoient, parfois au sein d'un même atelier, comme Hélène et Géraldine. On est beaucoup d'artistes et du coup on a l'occasion de se rencontrer et d'échanger pas mal autour de nos pratiques. Mais bon, après, on est assez cloisonné, donc on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer nos voisins, mais il y a des espaces communs qui ont été mis en place par les bastonnés. On peut parler à la fois des offres auxquelles on postule, des questionnements qui sont en cours. Voilà, on peut aussi se demander des avis sur des projets, des choses comme ça. On sait que le travail d'un artiste, c'est quand même d'être souvent seul face à soi-même. Donc de temps en temps, de pouvoir toquer à la porte du voisin, de boire un thé, de pouvoir prendre un petit peu de recul, d'échanger, ça fait du bien, ça apporte des respirations. Les artistes sont choisis par un jury, puis ils sont assignés à un atelier. Dans ces espaces, ils sont 2, parfois 3. Il faut savoir s'entendre dans une colocation pas comme les autres. Encore faut-il effectivement entre différents colocataires qu'on s'entende bien, puisqu'après on partage quand même un lieu et nos pratiques qui sont quand même des domaines, c'est de l'ordre de l'intime, donc on a besoin de se sentir en confiance et bien ensemble, et ça a tout de suite matché, on s'est tout de suite senti très bien ensemble, voilà. Donc ça permet aussi cet échange, comme je le disais, à la fois on travaille en différé, on n'est pas toujours présente, et le peu de fois où on se croise, c'est toujours un plaisir partagé. Le Bastion offre actuellement une quarantaine de places, mais cela ne suffit pas à répondre à la demande. Chaque année, les candidatures sont nombreuses et face à ce succès, un autre projet va voir le jour. Depuis 2003, la ville soutient à rénover ces bastions pour que les conditions d'accueil soient bonnes. Et nous allons ajouter des nouveaux ateliers à la COP qui vont relever de la même logique et qui vont être gérés de la même manière pour que les artistes du territoire aient leur chance et puissent trouver un écrin pour leur création. En attendant la fin des travaux du côté du port du Rhin, les artistes du Bastion 14 peuvent s'installer dans les ateliers pour une durée de 2 ans, renouvelable une fois. Ici, chacun paie un loyer de 50 € pour travailler au sein d'un atelier. Un coup de pouce pour un démarrage dans la vie d'artiste. Et comme tous les soirs, on termine ce journal avec l'image du jour, Olivier Anne. Lembach, petit village de 1500 habitants du nord de l'Alsace, a son restaurant étoilé, mais aussi, et c'est moins connu, une salle de cinéma qui ne demandait qu'à revivre depuis 30 ans. Ce sera chose faite le 22 juin prochain. Née dans les années 30, la salle Au Soleil accueillera la projection de 3 films. Au Soleil, un documentaire sur le cinéma lui-même, Les vidéastes de Lembach et Une enfance en Super 8, réalisés à partir de films de famille de Lembach bien sûr. Attention, le nombre de places est très limité.